D'accord. Alors, euh, pour rappel, tout le monde le sait. Alors, excusez-moi, je vais réduire un peu la fenêtre des écrans vidéo. Il faut savoir que le traitement transfusionnel reste bien sûr un élément majeur de la prise en charge thérapeutique de la drépanocytose. Et en ce qui concerne la prévention de certaines complications, la transfusion, très souvent, le recours à la transfusion se fait soit par transfusion simple, soit au cours des échanges transfusionnels, et cela dans un contexte aigu ou au cours des protocoles transfusionnels. Et cette transfusion a bien sûr un effet double qui consiste soit en l'amélioration du pouvoir oxyphorique du sang, en essayant de remonter le taux d'hémoglobine, et à diminuer les effets délétères de l'hémoglobine S tout en diminuant son pourcentage au profit de l'hémoglobine A. Toutefois, cette transfusion, bien qu'elle ait des effets bénéfiques, il ne faut pas occulter le fait qu'elle est source de beaucoup de risques, de beaucoup de complications chez ces sujets qui sont polytransfusés, parce que l'administration à des intervalles très fréquents peut entraîner des risques immunologiques, des risques infectieux, surtout dans notre contexte africain. Vous allez le voir plus tard dans les prochaines diapos. Et bien sûr, le risque de surcharge en fer qui se traduit essentiellement par des hémochromatoses. Le risque immunologique majeur au cours de la drépanocytose, c'est essentiellement l'alloimmunisation, qui sont des accidents immunohémolytiques graves, qui peuvent entraîner des situations d'impasse transfusionnelle. Et c'est un phénomène qui est très fréquent au cours de la drépanocytose. La plupart des études rapportent des fréquences qui oscillent entre 4 et 40%. En Côte d'Ivoire, nous sommes largement au-delà de 30% pour l'ensemble des études qui ont été faites en milieu hospitalier. Également, le risque infectieux, c'est l'un des risques majeurs en Afrique, essentiellement en rapport avec les infections transmises par la transfusion, le VIH, les hépatites virales, la syphilis, mais également les virus émergents et réémergents. De plus en plus, on parle de ces virus qui sont réémergents. Vous avez l'Ebola qui est encore d'actualité dans certains pays africains. Vous avez le chikungunya dans d'autres, disons, dans d'autres pays, pas toujours en Afrique, mais dans certains pays également. Et surtout, les parasitoses telles que le paludisme. Parce que le paludisme en Afrique, il est très problématique. Et malheureusement, les stratégies de prévention du paludisme au cours de la transfusion ne sont pas correctement appliquées dans nos pays africains. Et par conséquent, il est très important qu'au cours des transfusions, il se fasse des surveillances immunohématologiques, voire même virales, qui sont des éléments indispensables de cette prise en charge de ces sujets qui sont polytransfusés. D'où l'importance d'une étroite collaboration entre les centres de transfusion et les structures de prise en charge des patients drépanocytaires. Un peu d'épidémiologie en ce qui concerne la drépanocytose en Côte d'Ivoire. On le sait, c'est un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, la prévalence du gène S est aux alentours de 14%, avec 4% de formes majeures. Environ 6 000 cas par an détectés à la naissance. Toutefois, on observe une amélioration de l'espérance de vie des patients drépanocytaires qui est passée de 30 ans à environ 45 ans. Le service de référence est le service d'hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Yopougon, qui a dans sa base de données environ 10 000 patients. Des services annexes également participent à cette prise en charge des patients drépanocytaires, notamment le service du professeur d'en haut, le laboratoire d'hématologie du centre hospitalier universitaire de Treichville. Vous avez également le laboratoire d'immunohématologie du CHU de Cocody, également le Centre national de transfusion sanguine qui compte à peu près 1000 patients qui sont suivis en son sein, et bien sûr le service d'hématologie du centre hospitalier universitaire de Bouaké. La plupart des séries en Côte d'Ivoire rapportent comme complication essentielle l'hémolyse aiguë. Il faut dire que l'ensemble des patients drépanocytaires présentent en moyenne plusieurs épisodes d'anémie hémolytique qui incitent le recours aux transfusions sanguines dans les structures hospitalières. Et donc, cette complication est rapportée dans la plupart des séries aux alentours de 44%. Bien sûr, les infections, 20%, ce n'est pas les plus importantes. Également, les atteintes osseuses, qui sont aux alentours de 18%.
En Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il existe une stratégie de prise en charge. Je pense que la Fondation LIA, par le biais de certains de ses partenaires, a beaucoup communiqué là-dessus. Mais toute la stratégie ici en Côte d'Ivoire se résume essentiellement autour des traitements d'entretien, initialement qui étaient basés sur les vasodilatateurs, mais de plus en plus, le recours à l'hydroxyurée est utilisé dans la plupart de ces structures de soins. L'acide folique, bien sûr, pour le traitement de l'anémie, les anti-inflammatoires, les crises, il faut dire que les crises douloureuses, ici, les protocoles de prise en charge, la plupart des protocoles intègrent les anti-inflammatoires. Peu de structures utilisent la morphine pour soulager ces patients et la transfusion sanguine lorsque cela est nécessaire. En ce qui concerne la prise en charge transfusionnelle, il faut dire qu'au niveau national, le Centre national de transfusion sanguine a élaboré des protocoles transfusionnels qui ont été largement diffusés dans l'ensemble des structures de soins en Côte d'Ivoire. Et là, je vous présente un peu un certain nombre de manuels et des référentiels qui ont été élaborés pour permettre à l'ensemble des praticiens de pouvoir mieux appliquer les protocoles transfusionnels. Malheureusement, un audit que nous avons fait dans quelques structures a montré clairement que ces règles transfusionnelles ne sont pas appliquées du fait, bien sûr, du personnel qui ne sont pas ou insuffisamment formés à la pratique transfusionnelle. Les transfusions dans la plupart des cas sont de type isogroupe en ABO, compatible ou isorésus. Rarement quelques transfusions phénotypées. C'est vrai que chez les drépanocytaires, les services spécialisés tels que les services d'hématologie ont recours à quelques transfusions phénotypées, mais toutes les transfusions ne sont pas phénotypées ni compatibilisées pour ces patients. Alors, quelle est la particularité de la transfusion chez le patient drépanocytaire? D'abord, il faut dire que ce sont les patients qui sont à risque de polytransfusion. Les problèmes qui se posent dans ces cas, ce sont bien sûr les alloimmunisations, la surcharge martiale, l'hémolyse post-transfusionnelle, les infections transmissibles par la transfusion, le risque de majoration de l'hyperviscosité sanguine pouvant être à l'origine de complications vaso-occlusives graves. Je vais passer là-dessus parce que c'est sûr que Françoise Driss va dire un mot là-dessus, mais il faut savoir qu'avant toute transfusion, il y a des bilans qu'il faut faire. Et donc, il faut s'accommoder à cela, notamment dans le cas du bilan pré-transfusionnel, bien sûr, l'annulation formule sanguine, le groupage sanguin correctement effectué, ABO, un phénotypage érythrocytaire, de préférence étendue, à défaut RHKL. La recherche des agglutinines irrégulières avant transfusion et au-delà du 10e jour après chaque transfusion, tout en ayant à l'esprit que la validité des RAI, c'est 72 heures. Des épreuves directes de compatibilité au laboratoire, des bilans biochimiques de façon périodique, martial, transaminase, disons les bilans hépatiques, l'électrophorèse de l'hémoglobine pour les patients qui sont dans des programmes d'échange transfusionnel et les tests de compatibilité au lit du malade. Les protocoles transfusionnels intègrent bien sûr des concentrés de globules rouges phénotypés, des leucocytés, mais en Côte d'Ivoire, vous allez le voir plus tard, les leucocytés représentent une infime partie des produits sanguins et des globules rouges qui doivent être comptabilisés au laboratoire. Ces transfusions peuvent être simples ou dans le cadre de protocoles d'échange transfusionnel qui peuvent être manuels ou automatisés. En unité de soins, il est recommandé bien sûr, obligatoire même, de faire le test ultime de compatibilité au lit du malade, de surveiller la tolérance et l'efficacité de la transfusion, surtout tenir un dossier transfusionnel qui doit être disponible à tout moment avec comme information le groupe sanguin du patient avec son phénotype, les résultats des éventuels RAI, les dates des transfusions antérieures, les incidents et les accidents transfusionnels observés, les dates des vaccinations, les résultats des sérologies virales. Alors, quelles sont les modalités transfusionnelles dans la drépanocytose? 3 principales modalités d'application. Ça peut être des transfusions simples, l'échange transfusionnel ponctuel ou des programmes d'échange transfusionnel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que les spécialistes de la drépano pourront en dire mot. Pour la transfusion simple dans la drépanocytose, l'objectif, bien sûr, c'est de ramener le taux d'hémoglobine à sa valeur de base. Les indications, ce sont les anémies aiguës à la suite d'une hémolyse,
D'autres indications peuvent être ajoutées à cela, le priapisme, les STA, lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 7, la préparation à un acte chirurgical sans risque majeur. La deuxième modalité, c'est l'échange transfusionnel ponctuel dont le principe est d'associer une saignée et une transfusion de globules rouges. L'objectif, c'est la diminution du taux d'hémoglobine S sans augmenter sensiblement l'hématocrite et par conséquent la viscosité sanguine. Les modalités, elles peuvent être manuelles, soit à l'aide d'un séparateur de cellules. L'échange transfusionnel ponctuel, ses indications, je passe là-dessus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et la troisième modalité, c'est le programme d'échange transfusionnel, dont l'objectif est de maintenir en permanence un taux d'hémoglobine S en dessous de 40%, les indications, essentiellement les accidents vasculaires cérébraux. Alors, quelle est la problématique de la transfusion sanguine en Afrique? Il faut savoir que les difficultés de la transfusion sanguine chez les drépanocytaires en Afrique sont liées à trois principaux problèmes qui peuvent être regroupés en trois ordres. Un problème d'organisation des structures transfusionnelles. L'ensemble des structures soit organisé clairement qu'il existe en Afrique qui sont des services de transfusion basés sur des dons de remplacement. Donc, il y a une insuffisance de dons volontaires, ce qui expose bien sûr à tout ce qui est risque infectieux. La faiblesse des ressources à allouer pour le développement des structures transfusionnelles, également des infrastructures transfusionnelles au niveau central et au niveau district faiblement représentés en Afrique. En ce qui concerne la formation, le personnel qui travaille dans le domaine de la transfusion n'est pas correctement formé. Il faut savoir que dans nos pays, les programmes de transfusion sanguine, je vais dire, ne sont pas très importants lors des cursus universitaires. Donc, nous nous retrouvons avec du personnel, que ce soit des médecins, des paramédicaux, dans les structures transfusionnelles qui n'ont aucune formation dans le domaine de la transfusion. Indisponibilité, bien sûr, des produits sanguins à temps voulu, parce que l'autosuffisance en Afrique, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. La limitation du phénotypage des dons uniquement au groupage ABO et RHD. La rareté de la pratique du test de compatibilité au laboratoire lorsqu'il est indiqué. En ce qui concerne la fréquence des maladies infectieuses et parasitaires transmises par la transfusion sanguine dans la population générale, nous avons une forte séroprévalence en ce qui concerne le VIH et l'hépatite B dans la population générale. Les risques résiduels d'infections transmises par la transfusion restent encore élevés malgré le dépistage systématique dans les dons. Une étude réalisée par le groupe de recherche francophone en Afrique en collaboration avec l'INTS a rapporté certains taux de risque résiduels que je vais vous présenter plus tard. Et bien sûr, la problématique du paludisme en Afrique. La troisième condition, c'est la condition de prise en charge des patients drépanocytaires. Il existe une absence de politique de lutte dans beaucoup de pays contre la drépanocytose, malgré de faibles taux de prévalence, rareté du personnel formé pour la prise en charge des patients drépanocytaires, la faiblesse du nombre de patients régulièrement suivis dans les structures de soins, et bien sûr, l'absence de protocoles transfusionnels bien codifiés, et donc des dons qui ne sont pas phénotypés, des tests de compatibilité au laboratoire peu réalisés, des surcharges en fait qui sont très importantes. Une étude que nous avons réalisée ici en Côte d'Ivoire sur un échantillon a rapporté à peu près 63% des patients qui avaient une hémochromatose. Alors, quelle est l'organisation qui est mise en Côte d'Ivoire pour le système transfusionnel? Il existe une bonne réglementation de la transfusion en vigueur. Depuis 1991, nous avons un décret qui permet l'organisation de la transfusion et donc qui définit l'opérateur unique qui est le Centre national de transfusion sanguine, qui est un établissement public national à caractère administratif, qui est soumis à la fois à la tutelle administrative et technique du ministère de la Santé et celle du ministère de l'Économie et des Finances. En 1993, nous avons eu cette loi 93-672
qui protège à la fois le donneur et le receveur en produits sanguins et qui permet de lutter contre les abus de toute forme de trafic en produits sanguins. En 2015, le ministère de la Santé a pris un arrêté très important qui porte création des dépôts de sang dans l'ensemble des structures sanitaires publiques et privées et qui fixe les modalités de cession des produits sanguins labels humains à usage thérapeutique. Également, un autre décret qui permet de fixer les normes de qualité et de conservation des produits sanguins à usage thérapeutique. Les missions du Centre national de transfusion sanguine se résument comme suit: la collecte de sang, la qualification biologique, la préparation des produits sanguins, la réalisation des examens pré-transfusionnels des patients, le choix et la distribution des produits les plus compatibles, réaliser les échanges transfusionnels, l'hémovigilance et le développement des axes de recherche en lien étroit avec la problématique transfusionnelle. Je vous présente un peu la cartographie de notre système transfusionnel. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'ensemble de nos structures transfusionnelles est reparti sur tout le territoire ivoirien, soit 322 000 km². Nous avons en tout 27 structures transfusionnelles qui sont représentées dans presque toutes les grandes régions du pays. Nous avons 5 centres de transfusion sanguine, c'est-à-dire des structures transfusionnelles qui disposent de tout le plateau technique, qui fait et à la fois de la collecte, de la qualification biologique et de la distribution. Nous avons ce que nous appelons les antennes, qui sont au nombre de 18. Ces structures transfusionnelles ne font que collecter et distribuer. Les tubes sont remontés au niveau des centres de transfusion qui disposent de laboratoires pour pouvoir faire de la qualification biologique. Et nous avons 3 sites de prélèvement, essentiellement au niveau de la capitale Abidjan, qui sont des sites avancés de collecte de sang. En ce qui concerne les banques de sang hospitalières, près 162 banques de sang hospitalières, ce qui est encore largement insuffisant au vu du nombre de structures sanitaires que nous avons dans le pays. Alors, que dire des prélèvements de sang en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons une population de 6 millions d'habitants. Si nous nous référons aux normes de l'OMS qui veut que pour qu'un pays soit autosuffisant, il faudrait au moins qu'1% de sa population donne son sang. Il faudrait à la Côte d'Ivoire environ 260 000 prélèvements par an pour satisfaire les demandes en sang. Malheureusement, à ce jour, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive à prélever que 170 000 poches de sang par an, soit environ 65% de couverture des besoins. Nous avons donc un gap de 35% depuis des années. Le taux moyen de demande des produits sanguins en Côte d'Ivoire est estimé à 54%. Quels sont les produits sanguins que nous produisons au niveau du Centre national de transfusion sanguine? Bien sûr, le sang total qui est la matière première, les concentrés de globules rouges standards, les concentrés de globules rouges de leucocytés, les plaquettes, les concentrés de plaquettes d'aphérèse, le plasma frais congelé et les cryoprécipités. Je vous présente sur cette courbe un peu l'état de production et de distribution des produits sanguins. Alors, vous voyez là les poches prélevées qui sont en bleu. Je vous disais tantôt que nous sommes aux alentours de 170 000 là. Et vous voyez que les produits en stock, la courbe des produits en stock est au-dessus parce que bien sûr, nous faisons de la séparation. Et donc, quand on fait le cumul de tous ces produits séparés, cela vous donne une courbe au-dessus de celle des poches prélevées. En ce qui concerne les produits en stock, voilà, et les produits cédés, vous voyez que là, pratiquement la totalité de nos produits en stock sont cédés. Nous n'avons quasiment pas de péremption parce que les produits ne suffisent pas. Donc, en termes de péremption, nous n'en avons pas pratiquement. Là, vous avez une courbe jaune qui vous parle de produits rejetés. Il s'agit essentiellement de plasma à délai dépassé. Et donc, ce sont des produits qui sont rejetés dans notre système. Pardon. En ce qui concerne l'état comparatif des produits en stock au niveau national, donc tout à l'heure, je vous disais que nous faisons de la séparation, donc nous avons du sang total. Vous voyez que le sang total, qui est la matière première, nous n'en gardons pas beaucoup. Les concentrés de globules rouges constituent l'essentiel de nos produits. Nous avons une petite quantité de plaquettes standards
mais cela est dû au fait que la demande également n'est pas importante. Il n'y a que les services d'hématologie, de gynécologie et quelquefois de chirurgie qui nous sollicitent pour des concentrés de plaquettes. Le plasma, c'est pareil, nous avons quand même du plasma, mais en quantité importante dans nos congélateurs. La qualification du biologique des produits sanguins, il faut savoir que le groupage sanguin ABO-RHD est systématique sur tous les dons. En ce qui concerne le phénotypage RHSCL, seulement un tiers des dons de sang en Côte d'Ivoire est phénotypé en RHSCL. Le phénotypage élargi se fait à la demande des praticiens. Tous les produits sanguins sont testés pour les virus essentiels, c'est-à-dire l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH et la syphilis, mais je précise qu'il s'agit bien sûr de tests faits en sérologie, il s'agit de techniques sérologiques. Nous ne sommes pas encore au NAT en Côte d'Ivoire. Pas de recherche bactériologique et parasitaire. Nous effectuons des contrôles qualité post-étiquetage en ce qui concerne le groupage sanguin et le taux d'hémoglobine. Je vous présente un peu la courbe des infections dépistées sur nos produits sanguins. Alors, vous voyez que l'hépatite B reste encore problématique chez nous. Chez les donneurs de sang, la prévalence de l'hépatite B est de 6%. Dans la population générale, elle est de 14%. Le VIH, nous avons une nette régression du VIH, mais qui reste encore important à 1,7%, pardon, à 1%. L'hépatite C représente à peine 2% dans notre population de donneurs de sang. La syphilis également, une infime proportion. Par contre, là, ce sont des, excusez-moi, là, ce sont des pourcentages sérologiques que je vous rapporte. En termes de risque résiduel, je vous ai dit que nous avons réalisé un travail qui a rapporté que le risque résiduel en Côte d'Ivoire pour le VIH sur nos produits sanguins était de 1 pour 25 000 produits sanguins. Parce que nous ne faisons que des techniques sérologiques, nous ne faisons pas encore de la biologie moléculaire, c'est-à-dire du NAT, qui est le test à l'acide nucléique. Alors, le Centre national des transfusions sanguines s'inscrit dans une dynamique d'hémovigilance depuis 2009. L'hémovigilance, qui est l'ensemble des procédures de surveillance organisées donc, depuis la collecte de sang, de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets qui peuvent être inattendus ou indésirables, résultant donc de l'utilisation thérapeutique de ces produits sanguins. Et c'est un élément fondamental de la sécurité transfusionnelle par la traçabilité, les procédures de surveillance, la gestion des incidents transfusionnels et bien sûr les études épidémiologiques. Et dans ce sens-là, nous avons réalisé en 2020 une étude, une enquête pour voir un peu quel était le niveau de rapportage des incidents transfusionnels et de traçabilité des produits sanguins dans quelques structures hospitalières en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette hémovigilance, nous avons essayé de la diviser en hémovigilance donneur et en hémovigilance receveur. L'hémovigilance donneur, qui est de la responsabilité des centres de transfusion, elle est correctement maîtrisée parce que nous avons une bonne traçabilité grâce à notre logiciel médico-technique. En ce qui concerne l'hémovigilance receveur, qui est de la responsabilité des hôpitaux, nous avons encore d'énormes difficultés à ce niveau. Nous essayons d'accompagner ces structures sanitaires. Nous avons mis en place environ 42 comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance dans quelques structures sanitaires, mais seulement que 3 sont dynamiques. Il y a une très faible notification des incidents, les prescriptions sont inadaptées avec des dossiers transfusionnels insuffisamment ou pas renseignés. En termes de perspective, pour pouvoir améliorer la sécurité transfusionnelle en Côte d'Ivoire, bien sûr, nous avons demandé au ministère de la Santé de pouvoir faire appliquer dans la totalité cet arrêté qui donne obligation à l'ensemble des structures sanitaires de disposer à leur sein de dépôts de sang. Nous demandons également à l'ensemble de ces structures sanitaires d'appliquer le paquet minimum d'activités assigné à ces structures, qui demande à ces structures de renseigner, bien sûr, tous ces effets indésirables qui peuvent survenir au cours de la transfusion. Il faut savoir qu'au niveau du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire,
le ministère des Nouvelles Technologies de l'Information a conçu un logiciel qu'on appelle le DHIS2, qui est le District Information System, qui permet de notifier les effets indésirables. Et donc, nous espérons que bientôt, ce logiciel sera déployé au niveau national. Et il faut également procéder à l'informatisation du dossier médical pour avoir une bonne maîtrise de la traçabilité des soins. Il faut déployer des équipements, des laboratoires hospitaliers, des chaînes d'immunohématologie parce que les dépôts de sang, il s'agit bien sûr que de dépôts de sang qui ne font pas des analyses immunohématologiques pré-transfusionnelles pour les patients à transfuser. Et nous faisons quand même le plaidoyer. C'est vrai que la Fondation l'IA se bat énormément sur ce chantier pour la prise en charge des drépanocytaires. Cela va de soi avec, bien sûr, l'existence d'un programme national de lutte contre la drépanocytose. Là, je vous présente des images de la petite unité de prise en charge des drépanocytaires qui existe au Centre national de transfusion sanguine. Vous voyez que les conditions de travail ne sont pas vraiment idéales. C'est une unité qui dispose de 3 lits de mise en observation. C'est vrai que cette unité réalise après thérapeutique. Là, vous avez un patient qui est saigné avant sa transfusion. Sur cette image, vous avez cette petite qui est en programme d'échange transfusionnel parce qu'elle a fait un AVC. C'est une petite de 11 ans. Et là, vous avez également ce patient qui a aujourd'hui 32 ans, qui a fait un AVC depuis l'âge de 17 ans et qui bientôt 3 ans est en programme d'échange transfusionnel sur machine. C'est donc sur ces mots, je tiens à lancer cet appel à l'ensemble des donneurs de sang à travers le monde, parce que du sang sécurisé, c'est pour sauver la vie. Et nous les encourageons à faire ce geste de générosité. Nous attendons dans l'ensemble de nos structures transfusionnelles la plupart des donneurs bénévoles pour pouvoir assurer en Afrique une véritable sécurité transfusionnelle, ce qui nous permettra de prendre bien sûr ce point de l'émergence d'Abidjan que vous voyez. Nous espérons bien sûr arriver bientôt à l'émergence de la transfusion en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.